Et si survivre à un crash d'avion n'était que la première partie de ton cauchemar. C'est ce qui est arrivé à Juliane Koepke, seule survivante sur 92 personnes à bord. Mais comment une adolescente de 17 ans a-t-elle pu survivre à un crash qui n'a laissé aucun autre survivant, puis tenir 11 jours seule au cœur de l'Amazonie? Nous sommes le 24 décembre 1971 au Pérou. Juliane a 17 ans, elle embarque avec sa mère à bord du vol Lanza 508. Le trajet entre Lima et Pucallpa doit durer moins d'1 heure et quelques minutes après le décollage, rien ne laisse encore penser que ce vol va devenir l'un des accidents les plus terrifiants de l'histoire de l'aviation. Environ 25 minutes après le départ, l'appareil pénètre dans un orage violent, le ciel s'assombrit brutalement, les turbulences secouent la cabine et les compartiments à bagages commencent à s'ouvrir sous la violence des mouvements. Les valises tombent sur les passagers tandis que les éclairs illuminent l'intérieur de l'appareil. Puis Juliane aperçoit un immense éclair frapper l'aile droite de l'avion. L'appareil décroche et à côté d'elle, sa mère comprend immédiatement que quelque chose de grave est en train de se produire. Quelques instants plus tard, l'avion se disloque complètement. Elle expliquera bien plus tard qu'elle n'avait pas eu l'impression d'être sortie de l'avion, c'était comme si l'avion avait soudainement disparu autour d'elle. Juliane se retrouve alors seule dans le ciel, toujours attachée à son siège. Sous elle, il n'y a plus que l'Amazonie. Près de 3000 mètres de vide la séparent du sol. Pendant sa chute, la rangée de sièges tourne sur elle-même et Juliane distingue encore la canopée. Vue d'aussi haut, elle dira que les arbres le ressemblaient à des têtes de brocolis, puis elle perd connaissance avant l'impact. Normalement, son histoire devrait s'arrêter ici. Pourtant, le lendemain matin, Juliane ouvre les yeux. Elle est sous sa rangée de sièges, seule au milieu de la forêt amazonienne, avec sa robe déchirée et le corps couvert de boue. La végétation extrêmement dense aurait amorti une partie de l'impact, tandis que la rotation des sièges pendant la chute pourrait avoir également ralenti sa descente. La raison exacte de sa survie reste cependant impossible à déterminer avec certitude. Statistiquement, c'est même improbable d'avoir survécu à une telle chute. Et lorsqu'elle commence à comprendre dans quel état elle se trouve, la scène devient encore plus difficile à imaginer. Juliane souffre d'une commotion cérébrale, sa clavicule est cassée, son genou est sérieusement blessé. Elle présente également de profondes entailles à l'épaule droite et au mollet gauche. L'un de ses yeux est tellement gonflé qu'il est complètement fermé. Comme si cela ne suffisait pas, elle a perdu ses lunettes alors qu'elle est complètement myope. Et il ne lui reste plus qu'une seule chaussure. Pendant plusieurs heures, elle est incapable de réellement comprendre ce qui vient de lui arriver. Sa commotion la laisse confuse et elle alterne les phases de conscience. Elle restera recroquevillée sous les sièges pendant le reste de la journée et toute la nuit, trempée par la pluie et couverte de terre. Lorsqu'elle est enfin capable de bouger, une seule question lui vient réellement à l'esprit: où est sa mère? Juliane commence à l'appeler et tente de chercher autour d'elle, mais aucun autre passager ne lui répond. Quelques heures auparavant, elle était entourée de dizaines de personnes dans un avion rempli pour les fêtes de Noël. Désormais, elle n'entend plus que les oiseaux, les grenouilles et les insectes de la forêt. Et ce qui la frappe, selon son propre témoignage, n'est pas immédiatement la peur de la jungle, c'est surtout un immense sentiment de solitude, et à ce moment-là, elle est seule au monde. Juliane ignore encore une chose, survivre à une chute de près de 3000 mètres n'était que la première partie de son cauchemar. Juliane n'a aucun moyen de contacter les secours, elle possède presque aucune nourriture et sa commotion rend encore plus difficile le simple fait de s'orienter. Sans lunettes, avec une vision fortement diminuée et un corps blessé, elle doit pourtant trouver une direction avant que son état ne se détériore davantage. Heureusement, ses parents sont scientifiques et lui ont transmis depuis son enfance une connaissance exceptionnelle de la forêt. Son père lui a notamment appris une règle très simple. Lorsqu'on est perdu dans la jungle, il faut chercher de l'eau et suivre son cours. Car un petit ruisseau peut rejoindre une rivière, et une rivière peut finir par conduire jusqu'à des habitations. Juliane trouve donc un cours d'eau et décide de le suivre. Près de l'épave, elle récupère également un petit sachet de bonbons. Ce sera pratiquement toute la nourriture dont elle disposera pendant les jours suivants. La saison des pluies rend impossible l'allumage d'un feu et Juliane sait qu'une grande partie des plantes qui l'entourent peuvent être toxiques. Elle préfère donc ne rien manger plutôt que de prendre le risque de s'empoisonner. Pendant plusieurs jours, elle avance dans l'eau et la boue en suivant le courant. À certains moments, elle entend même les moteurs des avions envoyés pour rechercher les victimes du crash. Elle sait que les secours sont juste au-dessus d'elle, mais l'épaisseur de la canopée la rend pratiquement invisible depuis le ciel. Puis au 4e jour, son chemin lui réserve une scène encore plus sombre. Juliane remarque des vautours, des oiseaux charognards dont la présence lui indique généralement qu'un animal mort se trouve à proximité. Elle décide de s'approcher et découvre une autre rangée de sièges
piège provenant de l'avion. 3 passagers sont encore attachés. Ils ont frappé le sol la tête la première avec une telle violence que leurs corps sont enfoncés dans la terre et que seules leurs jambes dépassent. Parmi eux se trouve une femme. Juliane est paralysée quelques instants car elle pense immédiatement à sa mère. Comme elle ne veut pas toucher le corps directement, elle utilise un bâton pour regarder les pieds de la victime et remarque que ses ongles sont vernis. Sa mère ne mettait jamais de vernis, ce n'est donc pas elle. Juliane reprend son chemin sans savoir encore ce qui est arrivé à sa mère. Au fil des jours, son propre état continue de se dégrader. Une profonde blessure à son épaule s'infecte et des mouches y pondent des œufs. Des larves commencent alors à se développer directement dans la plaie. Lorsqu'elle trouvera finalement un abri appartenant à des travailleurs forestiers, elle utilisera de l'essence trouvée sur place pour nettoyer sa blessure et parviendra à retirer elle-même une trentaine de larves. Pendant ce temps, ses bonbons disparaissent les uns après les autres et elle finit par ne pratiquement plus rien avoir à manger. La pluie tombe régulièrement, ses vêtements restent trempés et ses forces diminuent chaque jour. Lorsqu'elle est encore capable de marcher, elle avance le long de la rivière. Lorsqu'elle n'a plus de force, elle se laisse parfois porter par le courant. Elle croise des caïmans, des serpents, des araignées et des nuées de moustiques, mais la jungle en elle-même ne semble presque jamais être celui qui lui fait le plus peur. Elle est vivante. Ce qui devient réellement terrifiant, c'est l'idée que personne ne la trouvera. Vers le 10e jour, Juliane remarque même que les avions de recherche ont cessé de passer au-dessus d'elle. À cet instant, elle pense qu'elle va mourir seule dans la forêt. Elle est blessée, affamée, infectée et presque à bout de force. Mais elle continue malgré tout à suivre le cours d'eau. Jusqu'au 11e jour. Après 11 jours seule dans l'Amazonie, Juliane arrive finalement près d'une rivière lorsqu'elle distingue une forme qui semble complètement irréelle. Il s'agit d'un bateau. Son état est tellement mauvais qu'elle pense d'abord qu'elle est en train d'halluciner. Elle s'approche malgré tout et touche l'embarcation pour vérifier qu'il existe réellement. Le bateau est bien là. À proximité, elle découvre également un petit abri appartenant à des travailleurs forestiers. Elle décide d'y passer la nuit, puis le lendemain, elle entend enfin quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis 11 jours. Des voix humaines. Les hommes qui arrivent découvrent devant eux une adolescente extrêmement amaigrie, sale, blessée et couverte de plaies. Son apparence est tellement inattendue qu'ils sont d'abord effrayés par cette jeune fille blonde qui semble sortir de nulle part au milieu de la forêt. Ils croient voir un fantôme. Juliane leur explique en espagnol qu'elle se trouvait à bord de l'avion Lanza disparu 11 jours auparavant. Les hommes comprennent alors qu'ils ne viennent pas simplement de retrouver une adolescente perdue, ils viennent de retrouver la seule survivante du vol 508. Sur les 92 personnes présentes à bord, 91 sont mortes. Juliane Kopke, elle, a survécu à la destruction d'un avion en plein ciel, à une chute près de 3000 mètres, puis à 11 jours seule et blessée dans la forêt amazonienne. Après une telle épreuve, on pourrait imaginer que Juliane aurait passé le reste de sa vie à fuir cette forêt. Pourtant, elle va faire exactement l'inverse. Elle devient biologiste, obtient un doctorat et revient travailler à Panguana, la station de recherche créée par ses parents au cœur de l'Amazonie. Elle finira même par en prendre la direction et consacrera une partie de sa vie à la protection et à l'étude de cette forêt. Mais survivre ne signifie pas oublier. Des décennies après l'accident, Juliane expliquera avoir longtemps fait des cauchemars et être restée hantée par une question. Pourquoi elle ? Pourquoi est-elle la seule à avoir survécu ? À 17 ans, l'Amazonie aurait dû devenir l'endroit où son histoire se terminait. Elle est finalement devenue l'endroit qui a façonné tout le reste de sa vie. Quand tu estimes ne pas avoir de chance ou avoir eu une mauvaise journée, pense à Juliane et relativise. Finalement, ta journée n'était peut-être pas si mauvaise que ça.